etc. Et tout ça vous passionne et vous intéresse beaucoup. Voilà, donc la parole est à vous pour cette parole. Oui, bonjour à tous. 30 minutes, c'est dur. On va essayer de le faire. Donc d'abord 2 mots de présentation. Je suis administrateur de l'UNADEL. L'UNADEL, c'est la tête de réseau national des pays et des territoires en développement. C'est une vieille association qui a été créée dès 82 sous un autre nom, ANDLP, Association nationale pour le développement local et des pays. Et donc nous cherchons à mettre en réseau les différents territoires et surtout les pays qui conduisent leur action depuis 1965. Premier pays, Bretagne centrale, le Mené. Je n'attendais pas moins. Les pays sont nés en Bretagne centrale. Le mot pays n'existait d'ailleurs qu'en Bretagne et portait le nom, j'y reviendrai, de la petite ville-centre qui le structure. Pays d'Agnon, pays de Fougères, pays de Vitré, etc. C'est une manière de concevoir l'aménagement du territoire. Et donc on a cherché à réunir non pas seulement les élus, mais d'abord les agents de développement, les professionnels, l'ingénierie territoriale, comme on dit dans le beau jargon d'aujourd'hui. À l'UNADEL, ces derniers temps, enfin depuis 2008, on m'a chargé d'animer un groupe interassociatif de réflexion sur la réforme territoriale, qui réunit une quinzaine de structures, par exemple la Fédération des foyers ruraux, la Fédération des centres sociaux, le collectif Pouvoir d'agir, le collectif des associations citoyennes, enfin d'autres. Et depuis 2008, on suit pas à pas cette réforme. On publie des notes, on fait des réunions, une université d'été, etc. Bon. Et d'une part, je suis l'animateur du groupe, et d'autre part, je suis le commis voyageur du groupe, c'est-à-dire je passe mon temps à, comme aujourd'hui, parcourir la France. Et les hasards ont voulu que ces derniers temps, je passe surtout en milieu rural, mais on a aussi des actions en milieu urbain, liées souvent à la politique de la ville, qui est aussi très bousculée par la réforme territoriale. J'ai vu les maisons familiales rurales, les temps de jour, enfin, comment ça s'appelle la semaine dernière, Solidarité Paysan, le réseau Solidarité Paysan, etc. Bon. Donc, je sais à peu près qui vous êtes, ce que vous faites, je ne me sens pas en terre étrangère. Alors, cette introduction qui ne sera pas prise sur mes 30 minutes. Je viens au vif du sujet. On est en pleine actualité, puisque vous savez qu'une loi, en principe la dernière du quinquennat, est en cours de discussion. Elle a connu ses premières lectures, c'est la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Avant les élections départementales, les premières lectures devant le Sénat et l'Assemblée nationale, et on attend très prochainement le démarrage des secondes lectures. Le gouvernement voudrait avoir terminé d'ici la fin juin la discussion de cette loi. En fait, pour les spécialistes, pour bien vous faire un cadrage avec une grande focale, les spécialistes parlent de l'acte 3 de la décentralisation, qui a démarré en 2008 avec Nicolas Sarkozy. Et nous sommes dans la continuation de cette réforme, commencée en 2008 et pas encore tout à fait achevée. Je dis bien dans la continuation parce que d'un quinquennat à l'autre, il y a beaucoup plus de continuité que de rupture, contrairement à ce qu'on pourrait penser politiquement. En fait, alors arrivés au pouvoir, les socialistes ont annulé un certain nombre de dispositions de la loi Sarkozy de décembre 2010, mais ils sont revenus en arrière. Enfin bref, il y a relativement peu de rupture et beaucoup de continuité. Donc, l'acte 1, c'est, vous vous rappelez, mon roi de fer, l'arrivée de la gauche au pouvoir, Mitterrand. L'acte 2, c'est une petite ressucée, Raffarin, 2003-2004. Et l'acte 3 démarre en 2008.
Et je crois qu'il est très très important pour comprendre la logique. On n'aura pas le temps en une demi-heure de faire tous les détails, hein, mais à grands traits de comprendre la logique, il faut essayer de réunir les motivations. Pourquoi revenir sur ce dossier, commencé en 82, quelles sont les raisons profondes, telles qu'elles ont été annoncées par ceux qui voulaient mener la réforme. Et donc en premier, par Nicolas Sarkozy, dans un discours en juin 2008, à Saint-Dizier, qui est la base de tout, et dont les termes, avec quelques nuances, quelques variations, des accents un peu différents, continuent d'être totalement valables aujourd'hui. 4 motivations. La première, vous la connaissez, on l'a évoqué, c'est la simplification. C'est lui qui a lancé l'image qu'a fait Flores dans tous les médias du millefeuille. Le millefeuille institutionnel, beaucoup de feuilles, beaucoup de structures sur chaque feuille, tout ça c'est compliqué, il faut simplifier. Bon. Par derrière l'idée que moins il y aura de structures, plus on fera d'économies d'échelle. Il y a déjà une idée économique derrière. Le grand mot qui va revenir dans les 4 motivations, c'est le mot mutualisation. Il faut mutualiser. Deuxième thème, la clarification. Là, c'est le thème de les compétences sont entassées, distribuées aux uns, aux autres, tout le monde fait un peu tout, un peu n'importe quoi, les pauvres entrepreneurs, ils ne savent pas à qui s'adresser pour avoir des aides aux entreprises, il y en a 25 sortes différentes, distribuées par 15 guichets différents, les associations c'est encore pire, bon, on ne sait plus, il y a un maquis dans la distribution des compétences, et donc ces lois sont destinées, dit-on, partiellement le résultat est obtenu, mais partiellement seulement, à la clarification des compétences, que l'on sache qui fait quoi, qui paye quoi. Et que l'acteur qui sollicite de l'argent public, si possible, soit mis en face d'un guichet unique. On n'est pas arrivé à ces résultats-là, mais c'était l'ambition. Troisième motivation, faire des économies. Il faut bien comprendre que toute l'affaire est liée à la dette de la France, à nos engagements vis-à-vis de Bruxelles, donc à la réduction de la dette, qui intéresse bien entendu au premier chef l'État, mais aussi les collectivités territoriales. Pour prendre le chiffre actuel, d'ici 2017, nous avons promis à Bruxelles de faire 55 milliards d'euros d'économies. Là-dessus, il faut en tirer 12 à 13 des collectivités territoriales. Et comme le disait Sarkozy, les élus n'étant pas vertueux par nature, les élus étant, ceci Sarkozy, étant gaspilleurs de l'argent public, jetant l'argent public par les fenêtres, toujours Sarkozy, en particulier en arrosant les associations où se trouvent leurs petits copains, etc. Comme les élus ne sont pas vertueux par eux-mêmes, il faut les obliger à être vertueux, et le meilleur moyen de les obliger à être vertueux, c'est de fermer les robinets. Les robinets des dotations de l'État. Sous Sarkozy, les dotations ont été gelées, les 2 dernières années, et sous Hollande, les dotations ont été drastiquement diminuées. Cette année, les collectivités locales touchent de l'État 1,8 milliard de moins. Si bien que toutes les collectivités locales sont obligées de regarder en face leur budget et de trouver quels sont les secteurs sur lesquels on peut répercuter cette économie drastique. D'une part, ils savent qu'il est très difficile, parce qu'on a atteint une limite, d'augmenter les impôts. Donc il faut réduire les dépenses. Et il faut réduire les dépenses en section de fonctionnement.
Manuel Valls le dit sans arrêt, il ne faut surtout pas diminuer la section d'investissement, ce qui a commencé d'ailleurs pour la première année, l'investissement des collectivités locales, qui représente 73% des investissements publics, a baissé et a déjà entraîné 40 000 emplois de moins dans le BTP local. L'investissement public local, c'est du travail pour les petites entreprises, du bâtiment, des travaux publics, les artisans locaux, les sous-traitants, etc. Donc, il faut faire des économies, mais sans pour autant basculer dans l'effroyable diminution de l'emploi local. Pareil pour la vie associative, le collectif des associations citoyennes a fait faire une étude, parmi ses membres dans toute la France. Au cours de l'année 2014, il a disparu 20 000 emplois associatifs. Particulièrement dans le secteur culturel, qui a été le plus touché, le premier touché. La culture, c'est un luxe autant des vaches grasses, certainement pas autant des vaches maigres. Donc, on voit bien la limite de l'étranglement financier, c'est d'accentuer encore le problème du chômage. Ça, c'est la troisième motivation. En l'alliant aux deux autres, c'est donc avoir moins de structures, ne plus avoir des compétences incertaines qui peuvent être cofinancées, financement croisé, tout ça c'est l'horreur, parce qu'un financement croisé, ça veut dire de la surenchère, des doublons, du double emploi, du gaspillage. Et la mutualisation, c'est-à-dire là où il y a deux services, vous n'en mettez plus qu'un seul, ça vous fait déjà un chef de service de moins, et puis le reste du personnel est aussi diminué. Mais j'insiste beaucoup sur la quatrième motivation parce qu'elle apparaît peu dans les textes grand public, et pour moi elle est essentielle, non seulement parce que je suis géographe de formation, mais parce qu'elle me semble, en particulier pour le milieu rural, absolument essentielle. Dès le début, dès le discours de Saint-Dizier, c'est la reconnaissance de l'irrésistible urbanisation. Pour ne pas dire la métropolisation à l'échelle mondiale. Et la France serait en retard. Dans tous les pays sous-développés, émergents, riches, la population se concentre de plus en plus dans de grandes métropoles, voire dans des mégalopoles. Mexico, 1,5 million d'habitants de plus par an. Sao Paulo, 1 million de plus d'habitants par an. Shanghai, 2 millions d'habitants de plus par an. Et la France. La première mesure a été d'arrêter tous les freins qui avaient été mis depuis le temps du général de Gaulle à la croissance parisienne. Tous les freins ont été supprimés. Le rêve, c'est que Paris, ça croisse, il y a un texte de la Datar qui dit ça, d'1 million d'habitants par an. Donc recommencer la folie de mégalomanie de la métropole, c'est écrit dans les textes, hein, ça sous-tend cette politique. Le texte essentiel, vous le connaissez peut-être, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'étudier, il est déjà ancien, il a une douzaine d'années, mais il domine actuellement la pensée des technocrates parisiens qui font les lois. Ce n'est pas les ministres qui font les lois, je vous ai dit qu'il y avait continuité d'un quinquennat à l'autre, parce que c'est les mêmes hauts fonctionnaires qui rédigent les textes. Les ingénieurs des ponts, des mines, du génie de ceci et du génie de cela. Bon, c'est ceux-là qui font les textes. Les politiques font le discours autour des textes. Et ceux-là sont imbibés de cette doctrine qu'on trouve dans un texte fondamental, qui est la vision de la France à l'an 2020. Avec la Datar, une douzaine d'années à peu près. La vision de la France à l'an 2020. Le développement se fait par les villes. Les villes sont comparées dans ce texte à des montagnes châteaux d'eau. Il pleut sur la montagne, c'est le développement qui pleut, et ça ruisselle de tous les côtés. Et la plaine, c'est-à-dire le rural, est sous le ruissellement des villes.
faut le comprendre, hein, c'est essentiel. Ce texte écrit « L'espace rural n'est plus un espace de développement ». La France, aujourd'hui, a un espace rural qui sera demain un espace urbain ou périurbain. C'est-à-dire que c'est la négation de l'espace rural comme étant un espace dynamique, créatif, expérimentant, où il y a une effervescence humaine capable de porter des projets. Il faut se mettre sous le robinet des villes. Et en tout cas pas l'agriculture. Le texte dit bien, quelle est l'agriculture de demain? C'est une agriculture de très grande exploitation, très mécanisée, avec beaucoup d'intrants, et donc 2% de la population. C'est commencé, hein. L'exode rural a repris de plus belle, et les bio ou les raisonnés ont bien du mal à défendre leur point de vue. C'est pas moi qui vais vous apprendre ça. Bon. Donc, tout ça est sous-tendu par une comparaison de la France. Il s'agit de hisser la France au niveau de la compétitivité urbaine, européenne, voire mondiale. Sarkozy a dit avoir été très marqué par 2 études qu'il a commandées. Une étude de comparaison de Toulouse et de Barcelone. Barcelone se développe 2,5 fois plus vite que Toulouse. Pourquoi? Et une autre étude qui prouve que Milan se développe 2 fois plus vite que Lyon. Pourquoi? Dans les 2 cas, la réponse des spécialistes disent c'est parce qu'il y a en France une mauvaise gouvernance. Les métropoles n'ont pas un conseil métropolitain tout puissant, capable de gérer les éléments qui vont faire de ces métropoles les locomotives du développement et les rivales des grandes métropoles de nos voisins et amis et concurrents néanmoins européens. Donc, il y a toute une vision, il ne faut pas comprendre. Ce n'est pas des lois qu'il faut lire comme ça en juriste, moi, je ne suis pas juriste, mais qu'il faut lire comme ça avec une petite loupe. C'est des lois qu'il faut replacer dans un ensemble très vaste. Donc 4 motivations. Ces 4 motivations aboutissent toutes, c'est la deuxième grande partie, ces 4 motivations aboutissent toutes à avoir des structures de plus en plus grandes. Il y en aura moins, on mutualisera, il y aura moins d'élus, il y aura moins de fonctionnaires. Valls a dit qu'il fallait que les collectivités locales se débrouillent pour avoir 60 000 fonctionnaires de moins d'ici 2017. Donc ce que l'État a fait avec la RGPP, il faut maintenant que les collectivités locales le fassent avec leurs fonctionnaires territoriaux. Tout ça, on ne peut plus le vivre. Donc plus c'est gros, plus c'est beau. Si je prends les strates, il y a une chose qui est intolérable à Paris, aussi bien pour les technocrates que pour les politiques de tous bords politiques, mis à part peut-être un peu les Verts et encore, pas là-dessus, c'est le grand nombre de communes. Comment gérer un pays avec 36 740 communes, dont 22 000 ont moins de 500 habitants? Donc il faut rapidement mettre fin à ça. Et dans la loi Sarkozy, qui a été reprise telle qu'elle et même accentuée par les socialistes, il y a une procédure qui s'appelle la commune nouvelle. La commune nouvelle résulte de la fusion volontaire des communes, avec maintenant un certain nombre de carottes qui ont été votées en décembre dernier dans une loi sur l'amélioration des communes nouvelles. Ça commence à bouger. Il y a actuellement 40 communes nouvelles qui sont déjà en place et une 50aine en cours de négociation. Suivez ce mouvement. Pour la première fois, alors que jusqu'à présent, tous les mouvements de fusion de communes avaient échoué, en particulier la loi de 71, la loi Marcelin, pour la première fois, il y a, comme dit Mairie-Conseil, un frémissement. Les petites communes commencent à dire on ne peut pas survivre, c'est déraisonnable. Essayez d'observer ça autour de vous. Valls a dit
si on pouvait aboutir à 10 000 communes en France au lieu de 3, ça serait merveilleux, mais enfin, il faudra quand même un peu de temps. On donne 2020. Donc, il y a bien une vision de moins de communes. Deuxièmement, moins d'intercommunalité. C'était déjà dans la loi Sarkozy. Vous vous rappelez que l'année 2011 a été consacrée, avec beaucoup de difficultés dans certains départements, à la restructuration de l'intercommunalité. Toutes les communes devant être membres d'une intercommunalité. Il y avait encore 2800 petits villages gaulois qui refusaient d'être dans une intercommunalité. Et surtout, aucune intercommunalité ne pouvant avoir moins de 5000 habitants. Les socialistes sont d'accord, ils vont plus loin, puisque le projet de loi actuel met le seuil à 20 000 habitants, aucune intercommunalité de moins de 20 000 habitants, sauf quelques dérogations accordées par le préfet, en zone peu dense ou en zone de montagne. Et par conséquent, de la promulgation de la loi, disons, de juillet 2015 à juillet 2016, les préfets auront un an pour recommencer le bis de la redéfinition de la carte départementale de l'intercommunalité. C'est donc devant nous une année tout à fait délicieuse qui nous attend, parce qu'on sait à quel point c'est difficile de convaincre les élus de fusionner avec un tel, pas avec un tel, et surtout d'aligner les compétences déléguées et de lisser la fiscalité. Non, enfin, on le fera. Troisième strate, les syndicats. Alors là, reprise furieuse de la disparition des syndicats intercommunaux. Au moins les 2 tiers. Il y en a 8000, il faut qu'il en reste 2000. Chaque fois qu'un syndicat exerce son activité spécifique à l'intérieur du périmètre d'une communauté, le préfet la dissout et les compétences du syndicat sont remises à la commune. Donc, moins de communes, moins de communautés, moins de syndicats. Dans le premier projet, disparition des départements. C'était un moyen radical de diminuer le nombre de structures. Il y a une strate tout entière. Jusqu'au mois de juin, Valls a continué de dire disparition des départements. Jusqu'en juin. C'est une vieille idée qui était déjà énoncée par Sarkozy. Et avant Sarkozy, dans des rapports qu'il avait commentés, un rapport Balladur, par exemple, qui prônait l'évaporation du département. Donc la loi qu'on discute actuellement a des articles qui ont été rejetés en première lecture, qui peuvent peut-être revenir en seconde lecture, ça va dépendre de la pugnacité du gouvernement, qui choisit une méthode, qui est de vider le département de sa substance. Sarkozy avait déjà dit, il faut que les départements aient de moins en moins de choses à faire, quand ils n'auront plus rien à faire, on pourra les faire disparaître et personne ne pleurera. Donc on donne une partie des compétences du département à la région et on donne une autre partie des compétences du département aux intercommunalités de 20 000 habitants, en particulier l'action sociale. Les intercommunalités n'en veulent pas parce que l'action sociale c'est affreux à gérer. Bref, c'était l'idée. On vide les départements de leur substance et on les fait disparaître. Puis à partir de juin, devant la force du lobby départementaliste, et particulièrement interne au Parti socialiste, le président de l'association du département de France, c'était jusqu'aux dernières élections départementales où elle a été battue et où son département est passé à droite, c'était Claudie Le Breton. C'était Claudie Le Breton, président du Conseil général des Côtes d'Armor. Donc, mais lui, pendant toute cette période, il a mené un combat inouï pour défendre le département, avec naturellement des gros calibres du Parti socialiste, président du Conseil général. Donc, Valls a calé. Et à partir de juin, il ne parle plus de disparition des départements.
il a eu toute une série de ruses successives. On va faire disparaître les départements urbains, tout au moins les départements ayant une métropole, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne et quelques autres, Atlantique, mais on va garder les départements ruraux. Et puis, il a dit, on va garder les départements. Son dernier discours, là, il y a 15 jours, c'était de dire la disparition des départements n'est plus à l'ordre du jour. Néanmoins, en sous-main, le gouvernement encourage actuellement la fusion des départements, 2 à 2. Probablement, ça va se faire assez vite dans la fusion des 2 savoirs. Les négociations sont très avancées entre la Drôme et l'Ardèche. Et le gouvernement dit, après tout, si par eux-mêmes ils réussissent à diminuer le nombre de départements et qu'il n'y a plus que 50 départements, en gros, on pourra les garder. Vous voyez? Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Et puis les régions. Alors je ne reviens pas là-dessus. La troisième des lois votées par les socialistes, comme vous le savez, réduit le nombre de régions de 22 à 13 avec application au 1er janvier de l'année prochaine. C'est sur les lois. Ça se fait aussi dans la douleur, particulièrement pour le choix des capitales régionales, mais ça se fait. Donc, vous voyez, à tous les niveaux, communes, intercommunalités, syndicats, départements, régions, diminution du nombre de structures. Alors, je termine, troisième partie, sur les manques. 3 manques essentiels. Les lois dont nous parlons, il y a donc 5 lois votées par le Parti socialiste, une loi sur les élections départementales qui nous a servi il y a 15 jours, une loi sur la réduction du cumul des mandats et qui n'est applicable qu'à partir de 2017, les sénateurs ayant obtenu par un amendement de dernière minute quelques minutes de plus, monsieur le bourreau, et une loi sur les métropoles, une loi sur le redécoupage des régions, et la loi dont je parle qui est à mi-cheminement parlementaire. Donc, dans ces lois-là, 3 manques. Premier manque, pas un mot sur l'État. Qu'est-ce que devient l'État après la réorganisation territoriale? Et en particulier, il n'y a pas de redéfinition des compétences de l'État, comme on appelle compétences régaliennes. Il y a eu une bataille de furieux autour de la compétence service public de l'emploi, pour l'emploi, que l'État a gardé, mais que les régions voudraient bien prendre, en démontrant l'impuissance de l'État à faire fonctionner ce service et à s'en servir pour réduire le chômage. Donc les régions disent on fera bien mieux que l'État, donnez-nous l'emploi et vous verrez ce que vous verrez. L'État n'a pas jusqu'à présent cédé, mais les régions n'ont pas terminé leur offensive. L'Association des régions de France est aussi dirigée par un socialiste, Alain Rousset, président de la région Aquitaine. Et c'est aussi que vont devenir, comment vont être réorganisés les services déconcentrés de l'État. Nous avions, je dis nous, vie associative en gros, longtemps eu comme interlocuteurs principaux les services déconcentrés de l'État au niveau départemental. Notre interlocuteur, c'était la DDA pour vous. Dans un premier temps, on a réuni la DDA et la DDE, enfin la DDAF et la DDE pour faire une direction départementale des territoires et en profiter pour réduire considérablement les personnels. Ça n'intéresse plus du tout les fonctionnaires de l'État d'être fonctionnaires départementaux, ou plus fonctionnaires de l'État déconcentrés au niveau départemental. Tous ceux qui veulent faire carrière, ils sont montés au niveau de la région. Donc quand vous allez voir les croupions de services départementaux, vous trouvez de jeunes fonctionnaires qui vous répondent « moi je viens d'arriver, je veux connaître », etc. Et il faut que vous, association, vous reconstituiez des réseaux
de complicité avec des jeunes fonctionnaires. C'est un problème très difficile pour la Belgique. Donc on voudrait bien savoir qu'est-ce que va faire l'État après cette réforme institutionnelle, où il va mettre ses billes. Une fois, au cours d'un débat parlementaire, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il allait renforcer les services départementaux, qu'il allait remettre l'État au niveau du département. Il l'a dit une fois, puis c'est jamais rentré dans les détails, et c'est en tout cas inscrit dans aucune loi. Deuxième manque, gigantesque, aucun mot sur les finances. Aucun mot. On répartit les compétences, on donne des compétences à la région, on clarifie les compétences de la région, les pouvoirs de la région, je pourrais revenir là-dessus, ça vous intéresse, mais on ne dit pas quels sont les moyens de la région. Or, la région, particulièrement, n'a pas du tout d'autonomie fiscale. Les impôts régionaux représentent 13% des recettes des régions. Tout le reste, c'est des dotations de l'État. Alors, renforçons les pouvoirs de la région, mais ne lui donnons pas un pouvoir fiscal. Qu'est-ce que ça veut dire? Donnons-lui de nouvelles compétences, mais pas de nouveaux sous. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, alors on a sans arrêt des promesses. Le ministère des Finances dit nos services travaillent à une réforme de fond en comble de la fiscalité locale. Il faut revoir en particulier toutes les bases du foncier, toutes les bases de la taxe d'importation, les valeurs locatives cadastrales, tout ça, c'est un chantier gigantesque auquel nos services s'appliquent quotidiennement. Vous verrez ce que vous verrez. Alors on me dit, vous verrez ça au printemps 2014, au printemps 2014 on n'a rien vu, vous verrez ça à l'automne 2014. Alors maintenant, d'ici la fin 2015, il devrait y avoir la présentation de l'esquisse d'une réforme fiscale, l'État de gauche comme de droite. Hein, ça, je dis la gauche, je me moquer de la gauche, c'était pareil avant, hein, est totalement incapable de mener ce chantier. Et politiquement, complètement refuse totalement de donner un véritable pouvoir fiscal aux collectivités locales. C'est comme ça que l'État maintient il y a un semblant de décentralisation, mais l'État maintient une certaine centralisation en tenant les cordons de la bourse. Donc il ne faut pas être dupe. Le troisième gigantesque, et ça va beaucoup dire, le troisième gigantesque manque, c'est la démocratie participative. Pas un mot à l'origine dans les lettres. Nous, je dis nous, le collectif, je dirais, et puis quelques autres, mené par un de nos anciens présidents à l'UNADEL, hélas mort il y a environ un an, Michel Dinet, président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, on a mené un assaut continuel vis-à-vis du gouvernement. Pour dire c'est pas possible que vous sortiez des lois sans qu'il y ait quelque chose sur la démocratie, enfin, les socialistes quand même. Non. On a beaucoup fait l'assaut de Marie-Lise de Branchu. Marie-Lise de Branchu est une de nos anciennes militantes. Elle est une des créatrices. Elle est l'une des créatrices du réseau des Pays de Bretagne. Elle est une actrice de terrain depuis longtemps. Donc on la connaissait. Moi je la connais personnellement depuis 40 ans ou plus. On est allé la voir de nombreuses fois. Elle ne pèse rien dans le gouvernement. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Elle exécute, elle abat les couleurs. Elle se fait tailler en pièces par les sénateurs socialistes qui l'injurient ouvertement au cours des débats parlementaires. Enfin, c'est effrayant à voir. Et elle a quand même juré à l'enterrement de Michel Dinet qu'il y aurait quelque chose sur la démocratie. Et donc nous avons préparé pour la loi en cours de discussion 14 amendements qui ont été présentés par 33 députés socialistes, parce qu'on n'allait pas prendre front de gauche ouvert, on savait qu'avance les amendements seraient rejetés, donc on a choisi 33 socialistes, menés par les socialistes de Meurthe-et-Moselle, qu'on a appelés les amendements Dinet, et on a réussi à en faire passer deux. Un qui est très important pour vous, c'est qu'on a fait surtout avec
coordination nationale des conseils de développement, un amendement qui confirme la présence des conseils de développement dans le pays, les métropoles, les agglomérations. On n'a pas réussi à faire passer l'amendement qui étend les conseils de développement aux communautés de communes de 20 000 habitants et aux parcs naturels régionaux. On aurait voulu que ces structures aient aussi des conseils de développement. Ça a été rejeté dès la commission au nom de l'article 40, c'est-à-dire l'article qui interdit de déposer des amendements qui entraînent des dépenses nouvelles. Créer de nouveaux conseils de développement pour les financer, donc ça entraîne... Sans trouver les financements de... Oui. Ou alors il faut mettre en contrepartie des recettes supplémentaires, ce qu'on avait fait. Donc on va revenir à l'assaut en seconde lecture, on va représenter un certain nombre de ces amendements, on va écrire certains, mais on n'est pas les seuls. D'autres associations ont agi, fait pression pour essayer d'introduire. Pour le moment, il n'y a rien pratiquement, un sous-chapitre, avec justement les conseils de développement et l'obligation des comptes rendus de mandat. Tous les autres ont été rejetés. Manifestement, c'est ma conclusion, c'est au moins 3 fois que c'est ma conclusion, manifestement, la majorité actuelle ne veut pas accentuer l'intervention des citoyens. A peur des citoyens, c'est évident. Moi, je rappelle souvent une des phrases qui m'a le plus marqué dans ma vie militante, qui a été prononcée en 81 par Pierre Mauroy. À l'époque, j'avais été embauché comme chargé de mission au ministère des Affaires sociales, qu'on appelait le ministère de la Solidarité nationale, dans le petit groupe qui allait décentraliser l'action sanitaire et sociale. Et donc les chargés de mission des 11 ou 12 ministères qui rentraient dans la réforme ont été réunis par Gaston Defferre, qui était notre patron à tous, et Pierre Mauroy, qui était Premier ministre, a fait un discours. Et il nous a dit, entre autres, il nous a donné beaucoup d'instructions, il y avait un patron dans l'avion à ce moment-là, Defferre, a mené une réforme tambour battant, ça a été effrayant de travail et exaltant. J'ai vécu une des périodes les plus exaltantes de ma vie, là, en 82-83. Mais Mauroy nous a dit au passage, retenez bien ceci. Et le dire ici à Dracat, dans sa région, c'est un peu lourd. Maintenant que le peuple a de bons élus, que le peuple reste tranquille. Ça, c'est horrible. C'est horrible. Et je crois que c'est toujours... On a appelé ça, les historiens appellent ça le syndrome du Front populaire. Rappelant que Léon Blum a été mis dehors parce qu'il s'est laissé déborder par le mouvement social. Il y avait des grèves partout, Front populaire, les patrons ont pris peur, la bourgeoisie a pris peur, et le centre, en particulier les démocrates chrétiens, ont renversé Blum parce qu'ils avaient peur d'une révolution populaire qui entraînerait le gouvernement beaucoup trop loin. Et donc, il y avait cette idée en 81 que si la gauche arrivait au pouvoir, après 23 ans d'absence de pouvoir, se laissait déborder par un mouvement populaire, on aurait, comme au Front populaire, un rapide renversement. Et donc, que le peuple reste tranquille. Et je crois que ce syndrome existe toujours chez les socialistes. Ils sont de bons élus, ils ont le sentiment d'être bons élus, de vouloir le bien d'apprendre, de prendre des décisions qui s'imposent, mais vous êtes calme, vous êtes bien gouverné. Merci beaucoup. Merci.